L'atelier de ce matin, organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a permis de partager avec les différents acteurs les résultats de l'étude portant sur la définition. A permis de partager avec les différents acteurs l'étude qui a permis de définir les différentes mesures structurelles et non structurelles pour une gestion intégrée des inondations au Sénégal. Oui, nous sommes au terme d'un projet que le ministère a initié depuis quelques années, un projet intitulé Projet de gestion intégrée des inondations urbaines au Sénégal, qui a plusieurs composantes et qu'on vient de rappeler. Donc, après la composante amélioration de la connaissance du risque qui nous a permis d'avoir 12 012 cartes qui sont aujourd'hui consultables et téléchargeables pour la connaissance du risque d'inondation, nous sommes aujourd'hui en train de partager avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des collectivités territoriales bénéficiaires de ce projet, les mesures structurelles et non structurelles. Par ces deux grandes mesures, il y a ce qu'on appelle les plans de gestion des risques d'inondation. Et à côté des plans de gestion des risques d'inondation, nous avons ce qu'on appelle les plans de prévention des risques d'inondation et encore ce qu'on appelle la SNGRI, la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation que nous venons de partager avec les membres qui sont ici présents. Vous l'avez déjà dit, aujourd'hui, rien que pour chaque localité, on a fait un diagnostic sans complaisance pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu à faire. Nous avons également soumis aux plus hautes autorités, son Excellence Monsieur le Président de la République, à un décret d'utilité publique pour lui dire qu'aujourd'hui, la connaissance nous a permis de savoir partout où il y a des réseaux hydrographiques. Parce que lorsqu'on parle d'inondation, il y a trois facteurs. Soit c'est des ruissellements par crue, soit c'est des remontées de nappes et par débordement de fleuves. Et là, nous avons soumis à l'autorité un décret pour préserver l'ensemble des voies d'eau naturelles qui existent au Sénégal. Et lorsqu'on parle de voies d'eau naturelles, c'est les réseaux hydrographiques qu'on voit, mais également les réseaux hydrographiques qu'on appelle les réseaux dormants, qui ne se réveillent qu'à l'issue d'une pluie exceptionnelle. Et tout ça, aujourd'hui, est bien maîtrisé et ça fait partie des résultats. Mais nous ne sommes pas encore arrêtés là. On a fait également ce qu'on appelle analyse coût-bénéfice. D'abord, dans la phase diagnostique, nous avons analysé combien de personnes sont exposées au risque d'inondation dans les zones les plus vulnérables. Vous avez vu que dans le bassin versant du lac Rose, plus de 3500 personnes sont exposées au risque d'inondation. Et nous l'avons fait également à Tamba, à Kédougou, un peu partout au Sénégal. Mais ce qui est important, c'est que si 3500 personnes sont exposées au risque d'inondation à Touba, supposons dans le bassin versant du lac Rose, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces populations-là? Et là également, nous avons dit, voilà les solutions, voilà combien ça coûte et voilà le nombre de personnes qui seront protégées. J'avoue que je ne souhaiterais pas peut-être, je voudrais bien que M. le ministre ou bien encore les plus hautes autorités aient la primeur de cette information. Et ce que je peux vous dire, c'est que les structures de l'État sont aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans la stratégie, nous travaillons dans la solidarité, nous travaillons dans la subsidiarité, mais également, surtout dans la mise en cohérence. Ce que je peux vous dire, il y a des structures de l'État, comme la CDC, qui est aujourd'hui prêt à accompagner l'État du Sénégal pour trouver le financement et réaliser les travaux ensemble avec toutes les structures opérationnelles. Et tant d'autres structures, il y a la PUMA, il y a Promovi, pour vous dire que l'État c'est un tout. Ce n'est pas tout simplement une affaire de la direction des inondations, mais les inondations étant un projet, une structure transversale, a tendu la main à toutes les structures et nous avons quand même un retour très positif de toutes les structures qui sont prêtes à nous accompagner. Mais également les collectivités territoriales. Pour la première fois, la mairie de Touba, la mairie de Kaolack, Kaffrine, peuvent, à partir de cette étude-là, aller trouver des partenaires et lever des fonds. Ça également, c'est important parce que aujourd'hui, il y a tellement de financements, des financements verts, financements climatiques, qui sont là, mais ils ne peuvent pas financer si vous n'avez pas d'études. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la mairie de Touba, Kaolack, Kaffrine, ils peuvent prendre l'étude qu'on a faite, aller chercher directement les financements et revenir réaliser. Donc, pratiquement, c'est une opportunité qui est donnée à toutes les structures, à toutes les collectivités territoriales. En tout cas, à l'exception de Touba, j'allais le dire parce que Touba constitue un cas particulier. Aujourd'hui, nous avons la solution à Touba. Nous avons la solution de la gestion des inondations partout au Sénégal, c'est de libérer les voies d'eau naturelles. Et ça, nous sommes tous d'accord que si on libère les voies d'eau naturelles, on va régler la question des inondations. Touba,
aujourd'hui est un cas particulier. Il nous faut avoir l'accompagnement et l'avis de l'autorité religieuse pour pouvoir procéder à cette ouverture-là qui constitue aujourd'hui le seul blocage et le temps qui nous reste encore à ouvrir, à faire évacuer les eaux à Touba, par exemple. Mais ailleurs, que ce soit dans toutes les autres régions du Sénégal où nous n'avons pas la situation de Touba, le décret va s'appliquer conformément aux règles pour qu'on puisse peut-être préserver les populations. Et là, nous avions commencé par Dakar, on est en train de travailler sur Dakar, on va enchaîner sur Kaolack, mais j'avoue que ce décret-là sera, en tout cas, à l'exception de Touba, où nous demandons l'accompagnement et la bénédiction de l'autorité religieuse pour pouvoir appliquer ce décret et dépasser carrément ces problèmes de Touba. Parce que vous l'avez vu, la cartographie de Touba a montré que toutes les eaux de Touba ont une voie d'eau naturelle qui doivent être acheminées, mais il va falloir donc tout respecter toute la procédure. Et je pense bien que des pourparlers sont en cours et Inch'Allah Rabbi, on espère bien avoir l'accompagnement de l'autorité de Touba et des autorités territoriales. Oui, Touba, nous avions, et puis là, je reprécise, hein, c'est moi-même qui avais pris l'engagement de dire le 20. Et je l'avais dit à la conférence du gouvernement. Et j'étais très clair parce que tout simplement, nous avions deux stratégies. D'abord, il y avait un remblai qui drainait les eaux de manière gravitaire, mais une fois que le niveau esthétique est arrivé, il n'y a plus de drainage gravitaire. Et on espérait qu'on pourrait profiter de cette ouverture-là pour continuer à drainer les eaux de manière gravitaire dans les meilleurs délais. Si aujourd'hui, cette ouverture a été réalisée, si aujourd'hui on avait ouvert cette tranchée-là, j'avoue qu'on allait atteindre la date limite du 20. Malheureusement, comme je l'ai dit, Touba est un cas plus ou moins particulier. Il y a des contraintes et il faut qu'on va avec. Dès qu'on aura l'autorisation du Khalif, des autorités de Touba, on va ouvrir et vous allez voir que dès qu'on ouvre cette voie-là, les eaux ne vont pas rester à Touba. Ailleurs maintenant, ou qui ne sont pas concernés par cette voie d'eau-là, c'est des activités de pompage. Mais lorsqu'on parle de pompage, il faut trouver un lieu où il faut pomper. Le matériel ne pose pas problème, les moyens ne posent pas problème. Mais si vous n'avez pas un lieu où pomper, ça peut avoir des problèmes. Et les gens doivent prendre compte d'un cas particulier. Touba n'est pas les 5 titres de la TOUBA. Touba fait plus de 30 km d'est en ouest, gauche à droite. Donc, c'est aujourd'hui, Touba est 2 fois plus peuplé que peut-être que Kermassar. Aujourd'hui, dans Kermassar, on va vous dire Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, mais Touba, vous entendez Touba, mais derrière le mot Touba, c'est d'autres localités qui sont dans Touba, mais qui sont très loin de Touba. Pour vous dire que parfois, également, c'est ça la contrainte. Touba est très vaste, ça fait plus de, en tout cas, j'allais dire plus de 40 km² à la limite. Et tous ces gens-là se réclament de Touba. C'est ça qui fait que donc, il ne faut pas que les gens voient Touba autour de la mosquée, autour des cimetières et autour de la résidence Khadimoul Khadim. Touba, c'est l'une des plus grandes villes du Sénégal. Et ça, au plan de population, nous l'avons tous connu. Voilà un peu les difficultés. Pour dire tout simplement que, même si on avait dit le 20, ce n'était pas le fait d'épuiser tout Touba. Parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a des cuvettes à Touba. De la même manière à Dakar, il y a des zones où les eaux vont rester jusqu'à l'année prochaine. Il se pourrait qu'à Touba également qu'il y ait des zones qui vont vivre la même situation. Les autorités de Touba sont là, ils sont avec nous à tout moment, on les accompagne, ils nous accompagnent. Et je pense que ce que nous disons là, ils le savent mieux que nous. Concrètement, ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille sur ce projet. Je pense qu'il a permis 2 avancées majeures pour le Sénégal. La première, c'est d'aboutir à une stratégie nationale de gestion du risque intégré d'inondation, qui est très innovant et le Sénégal est très en avance par rapport à ses pays voisins en la matière. D'abord parce qu'il permet de regarder les inondations de manière un petit peu différente. D'abord, il y a des mesures structurelles, effectivement, qui permettent de définir des solutions durables, qui vont au-delà des motopompes, etc. Il faut vraiment des investissements lourds pour pouvoir avoir un impact fort sur les dommages très importants chaque année dans les villes du Sénégal. Et puis des mesures non structurelles qui vont à côté, qui accompagnent, mais qui sont vraiment indispensables, de réduction de la vulnérabilité pour aider les populations à mieux vivre les inondations quand les aménagements lourds n'ont pas pu être réalisés, pour mieux gérer aussi la crise et organiser les différents acteurs qui mettent de leur énergie mais qui sont parfois un peu désorganisés. Donc là, c'est les aider à être le plus efficient possible. Et puis à côté, quelque chose de fondamental aussi et qui va bientôt être décliné au Sénégal, ce sont les plans de prévention du risque inondation. On a une bien meilleure connaissance aujourd'hui des zones inondables. On sait exactement, à travers des cartographies très précises, les endroits qui sont touchés. Et on connaît les veines, les axes d'écoulement,
qui vont vers des zones basses, hein, qu'on pourrait considérer comme les poumons. Et aujourd'hui, on sent que les constructions sur ces veines, sur ces poumons étouffent un peu les villes et génèrent la situation qu'on observe au Sénégal. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir, de laisser respirer ces différents territoires à travers le PPRI qui va fixer des règles pour le futur, mais aussi sur l'existant, pour encadrer un peu mieux l'urbanisation et vraiment préserver ces espaces qui doivent rester des espaces d'eau, éventuellement arborés, avec tous les bénéfices qu'on peut connaître autour en matière de changement climatique, d'adaptation au changement climatique.